Mettez aucun logo, rien sur le courrier, c'est voilà, un truc secret. Et on vous enverra publier dans la presse une annonce, et cette annonce, ça sera une date de livraison de viande, et cette date, en fait, c'est ça sera le signal de cette grève. Et donc c'est orchestré, ça sera d'abord les boulangers en grève, puis les garçons limonadiers, puis normalement les garçons bouchers, puis il y a vraiment toute une stratégie. Le pain, parce que les boulangers, il faut se rendre compte, c'est la base de la nourriture, hein, on a des gens qui mangent je ne sais plus combien de kilos par an. On mange du pain avec un peu de quelque chose à côté. Donc la question du pain est centrale. Et donc ce mouvement démarre, vous le lirez, ça démarre avec des ruses pour empêcher que la grève soit cassée. Et ensuite, les garçons limonadiers prennent la suite de ce mouvement. Et c'est un mouvement très créatif, avec des inventions, des stratégies pour attirer la police quelque part alors qu'ils font un mouvement ailleurs, etc. Voilà. Je m'arrête parce qu'avec la voix... C'est pas le Covid, j'ai juste une bronchite, mais c'est pas mal non plus. Le sujet, j'avais entendu parler quelque part d'une grève de garçons café pour avoir le droit de porter la moustache. C'était enfoui quelque part en moi, et un soir, à la fin d'une soirée très longue et un peu arrosée, on en vient à parler avec les gens qui étaient là de trucs qui nous avaient paru étonnants dans les mouvements, et revient cette histoire de garçon de café qui avait fait grève pour le droit de porter la moustache. Je ne me rappelais absolument pas où j'avais lu ça. Donc j'ai cherché le lendemain sur Internet et j'ai trouvé très rapidement, sur un site de Barbier, 2 lignes qui expliquaient ce mouvement. Enfin, 2 phrases. Puis en cherchant un peu, j'ai trouvé sur un autre site les 2 mêmes phrases. Puis un truc sur l'histoire des mouvements sociaux, toujours les 2 mêmes phrases. En fait, manifestement, il n'y avait rien n'a été produit dessus. Je suis adressé à Guillaume Davranche, qui est un historien qui a travaillé sur les premières années de la CGT. Je lui ai dit, mais est-ce que tu pourrais me donner plus d'infos là-dessus? Il a fait des recherches dans ses énormes archives. Il m'a envoyé copie de 4 phrases. Les 2 que je trouvais partout, et 2 autres qui donnaient les dates de ce mouvement. Et manifestement, rien n'avait été fait dessus. Et en cherchant sur une source formidable d'informations qui est le site Gallica, qui reprend donc qui met en accès la plupart des médias du début du siècle, je suis allé chercher les journaux de cette période. Et là, ma grande découverte, ça a été que sur l'ensemble de la presse, de l'extrême droite à l'extrême gauche, tous les quotidiens en ont parlé tous les jours pendant 1 mois et demi. Et ils parlaient de tous les événements, les ruses qui avaient été entreprises, ils racontent ce qui se passe en assemblée générale, les débats, ce qui se passe aussi dans les réunions patronales. Là, c'est plutôt dans la presse d'extrême droite qu'ils ont leur entrée, mais avec un volume d'informations. Concrètement, juste en sortant les articles les uns après les autres, ça faisait un bouquin. Qui était très rapide, où j'ai récolté les articles. Puis là, je me suis retrouvé avec une montagne d'articles. Il a fallu un temps de décantation pour voir à quoi il fallait résoudre, parce que j'ai décidé d'arrêter ce mouvement, mais il continue après. Il y a des suites, il y a
Et puis avant, si on cherche, avant Courrières, il y a déjà eu des... C'était pas possible, il fallait limiter. Et puis il y a eu une suite en Belgique aussi, il y a eu un mouvement similaire. Et là, je dis non, il faut que je limite un nombre d'articles. Et ensuite, il m'a fallu un temps de gestation. Il y a un peintre abstrait allemand qui fait de l'abstraction lyrique et qui raconte que faire une peinture pour lui, c'est comme avoir un rat à tuer dans la cave. Et on sait qu'il y a un rat dans la cave et qu'il va falloir s'en occuper, on n'a vraiment pas envie de s'en occuper. On le sait, on y pense le matin avec au petit déjeuner, on y pense de temps en temps, on y pense en regardant la télé, et puis un jour, on prend un bâton, on descend dans la cave, on tue le rat. Et il expliquait, lui, sa création était du même niveau. Ben, je pense qu'il s'est passé la même chose. J'avais mes articles, et ça m'a rimé, et tout le monde autour de moi a subi l'histoire, je l'ai raconté, re-raconté à mon voisinage, à mes amis, à ma famille. Et puis à un moment, ça s'est mis en ordre, et là j'ai fait le découpage. Les illustrations sont venues assez vite, pas dans l'ordre. Il y avait des séquences qui paraissaient évidentes. Et en fait, le problème c'est plutôt apparu à la fin sur un enchaînement. J'avais à peu près les textes et les images, et l'ordre, il y avait des choix à faire. Est-ce qu'il fallait commencer par répondre sur la question de la moustache, et ensuite dire mais ce n'est pas que ça. Et ça, c'est une discussion qu'on a eue, au même titre qu'il y a eu il y avait un équilibre ensuite entre... il y avait des pages où le texte était trop long par rapport à l'image, donc il fallait peut-être rajouter une page, rajouter une autre image pour ne pas avoir des séquences. Enfin là, on va dire, c'est un peu du lissage technique, c'est-à-dire que pour qu'au niveau narration, ça soit fluide, que ça s'enchaîne bien. Et ça a été assez long. Et voilà, je crois que c'est... C'est assez étonnant qu'on voit par exemple la presse ouvrière à la fin du 19e siècle, il y a une affirmation identitaire très forte. Il y a des romans dans tous les journaux, et dans les romans, les héros sont des ouvriers. C'est pas qu'en bien, hein. Il y a aussi derrière une morale qui peut être réacte sur certains sujets, sur l'idée que les ouvriers, eux, ne sont pas déviants, ils ne sont pas tordus, ils ne sont pas comme les bourgeois et tout. Mais il y a quand même une affirmation culturelle. L'idée n'est pas que si mes enfants vont bien, demain, ils seront chirurgiens, ou non, ils seront ouvriers, mais ils vivront mieux. Et donc cette affirmation culturelle, cet espace public qui existe, à mon avis, il est essentiel. Or aujourd'hui, à part par exemple des films qui vont parler pour une raison précise par exemple qui se passe chez les mineurs dans le Nord ou tout ça, le personnage principal d'un film qui par exemple est une histoire d'amour, ça va être un cadre supérieur d'une entreprise. Ça, ou alors si c'est une femme, elle va faire un métier ou même ne jamais faire de métier. Tous ces films qui se passent où les gens manifestement ne travaillent jamais, n'ont jamais besoin d'argent, traversent un continent près d'un avion. Manifestement, ils n'ont aucune contrainte. En fait, sociologiquement, c'est quand même une classe dominante et c'est aussi en général le héros est un homme, et tout le monde est blanc, etc. Et donc, ma participation là-dedans, c'était de dire, je vais raconter des histoires où je vais montrer des images qui parlent d'ouvriers, qui parlent de gens de milieux populaires, et qui parlent aussi de batailles ou de ce qui s'est passé dans les milieux ouvriers. C'est à peu près sur mon histoire centrale. Et puis à la fin, alors j'étais convaincu du bien fondé du déroulé, tout ça. Et ça m'a sauté aux yeux qu'il y avait deux gros problèmes. Un, ça ne se passait qu'à Paris. Et on est quand même terriblement centraliste. Puisque ce mouvement ne s'est pas développé dans notre ville. Il y a eu des tentatives, mais ça n'était vraiment qu'autour de Paris. Et puis, deuxième sujet, c'était quand même sacrément masculin.
Alors là, ça pose un problème parce que sur la moustache, ouais, le côté masculin s'impose. J'ai essayé le plus possible d'ouvrir un tout petit peu, évoquer. Les garçons café, le métier n'était pas un métier féminin. Et même, je crois même que légalement, c'était pas un métier féminin. C'était pas légal. Ouais. Par contre, dans les bouillons, eux avaient leur législation qui venait de la boucherie, donc c'était certains cafés, les bouillons, eux avaient le droit d'avoir du personnel, éventuellement du personnel féminin, mais qui ne servait pas. Et il y a un bouillon qui avait fait un truc original, d'avoir des serveuses. Pardon, un bouillon, c'est quoi? Un bouillon, c'est... Un restaurant particulier? À l'origine, c'est des restaurants qui font des bouillons à partir de la viande, et qui ensuite vendent avec du vin, ou le principe étant de boire un bouillon avec du pain. Et ça marchait beaucoup, les bouillons. Et j'ai trouvé un article qui évoque le fait que des femmes travaillant dans ce bouillon qui se voulait original ont voulu se mettre en grève, et le patron leur a expliqué qu'il ne fallait pas qu'elles aillent aux AG parce qu'en fait, les grévistes n'avaient que des finalités lubriques et ne voulaient absolument pas d'elles. Et vraiment, j'ai eu du mal à trouver exactement les détails et tout, mais je voulais impérativement qu'il y ait au moins, pour une fois, cette info féminine, mais c'est à peu près le seul truc que j'ai trouvé. Après, dans la narration, ce qui m'a frappé, moi, c'est le nombre de trucs d'actualité. Concrètement, ces garçons ouvriers, ces ouvriers limonadiers, restaurateurs, leur statut, c'est qu'ils venaient le matin devant les cafés avec leur matériel, c'était très codifié sur ce qu'ils devaient porter, etc. Et le patron les embauchait s'il le souhaitait. Ils travaillaient un temps évidemment particulièrement long, et l'ensemble des recettes qui touchaient revenaient en caisse, et leur pourboire, on retournait dans un tronc commun mis sur le comptoir, et à la fin de la journée, le patron ouvrait le tronc commun et répartissait, suivant des codes propres à chaque café, l'argent qui était dans le tronc commun. À savoir, moins un pourcentage pour lui, moins les bris de verre, et puis ensuite répartissant avec des hiérarchies sur les serveurs. Bref, des gens pouvaient travailler toute la journée, ne rien ramener du tout. Et dans ce modèle de libre entreprise, où les gens étaient libres dans leur mobilisation, ils sont heurtés à leur mobilisation, leur revendication d'avoir un salaire, d'avoir un rythme régulier. Les arguments donnés par la presse de droite étaient strictement les mêmes que ceux qu'on a pu entendre à l'apparition par exemple, des voitures, des concurrents des taxis, où on permettait, ou des systèmes comme Deliveroo, de libre entreprise, où tu peux toi-même travailler où tu veux. Si tu travailles beaucoup, gagner bien plus que salarié, et puis tant pis pour toi si tu travailles peu. Exactement le même argumentaire qu'aujourd'hui. J'ai constaté aussi dans les débats, c'est alors d'abord le pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il n'avait pas le droit à la moustache? D'abord une bataille sur la moustache. C'est un moment où les hommes portent la moustache, ou la barbe, ou la barbichette, vraiment c'est très très répandu. Et même c'est obligatoire par exemple chez les gendarmes de porter la moustache. Seuls les gens de maison et les garçons de café ne portent pas la moustache, n'ont pas le droit au système pileux apparent, parce qu'on ne les considère pas comme des adultes. Ce ne sont pas des hommes, ce sont des garçons, ce sont des enfants. Et d'ailleurs pour les femmes, c'est un moment aussi où on a les cheveux détachés, très visibles, sauf le personnel de maison et aussi dans les cafés-restaurants, où on est censé avoir les cheveux attachés et couverts. Il me semblait que là, derrière, il y a une question de la dignité du corps, de la liberté de l'apparence, qui peut même se télescoper avec des débats d'actualité sur la façon dont les gens doivent être habillés ou pas habillés. Qu'est-ce que je peux dire d'autre sans être trop... Je suis long là déjà, non? Bon.